Bon, alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'intérêt de la résistance élastique dans la préparation physique, dans l'optimisation de la préparation physique, avec deux grands axes. Un premier axe sur la performance, l'optimisation des qualités physiques, et un deuxième axe un peu plus axé prévention, mais plutôt renforcement musculaire ciblé, en quoi la résistance élastique finalement peut être un outil dans ce travail. Pour bien comprendre la particularité de la résistance élastique, nous devons nous intéresser brièvement aux différents types de résistance qui induisent des adaptations neuromusculaires et musculo-squelettiques et qui sont principalement utilisées en préparation physique. La première, la résistance externe constante. C'est la résistance la plus classique, celle à laquelle vous êtes confronté sans arrêt sur Terre. Cette résistance est dépendante de l'accélération gravitationnelle. La charge déplacée reste la même tout au long de son déplacement. Si vous soulevez un haltère de 10 kg avec le bras, quelle que soit la position dans l'espace de votre bras, l'haltère pèsera toujours 10 kg. La résistance adaptative, ce type de résistance, consiste à adapter la résistance pour permettre à l'athlète de développer des forces maximales à différentes vitesses sans être affecté par les propriétés inertielles de la charge. L'isocinétisme est un exemple de résistance adaptative. La résistance est adaptée grâce à une machine en fonction de la force exercée par l'athlète pour maintenir constante la vitesse choisie. Les résistances aérodynamiques et hydrodynamiques, le Römer Concept 2 ou le Watt Bike par exemple, et pneumatiques, les appareils Kessler par exemple, sont des exemples de résistance avec adaptation, même si leur classement oscillerait plutôt entre résistance avec adaptation et résistance variable. Enfin, la résistance variable. Ce type de résistance a pour objectif de modifier la résistance externe lors de la trajectoire d'un exercice pour simuler les différentes relations force-angle articulaire rencontrées chez l'homme. De manière générale, à mesure que les muscles en action se raccourcissent, la résistance fournie par ces systèmes augmente. On retrouve dans cette catégorie les systèmes de cam et de levier, les chaînes et les bandes élastiques, le sujet d'aujourd'hui. À l'inverse des chaînes, qui sont finalement un ajout successif de maillons de résistance constante, la bande élastique fournit une tension grâce aux propriétés mécaniques de son matériau, le latex. Grâce à l'étape de vulcanisation, c'est-à-dire l'ajout de soufre, le caoutchouc devient plus stable face aux températures et il y a création de ponts chimiques. Cela confère à la bande élastique son élasticité et sa mémoire de forme. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble à un vrai plat de spaghettis. Contrairement aux autres résistances, la résistance élastique ne possède quasiment pas d'inertie, mais peut fournir des tensions de plusieurs dizaines de kilogrammes grâce à ses propriétés mécaniques. Voici une illustration de ce qui se passe lorsque vous étirez une bande élastique. Comme vous pouvez le voir, la tension est croissante avec différentes phases. Ces phases correspondent au comportement du matériau lorsqu'il est soumis à un étirement. Entre 0 et 50% d'étirement, les spaghettis se déplient et s'alignent. Puis, elles s'allongent. Cependant, une fois que cet allongement est terminé, ce sont les ponts créés lors de la vulcanisation qui résistent à l'étirement jusqu'à la rupture de la bande. Ceci étant dit, il y a de la marge. L'étirement classique en préparation physique se situera entre 50 et 250%, loin des seuils de rupture. Alors maintenant que les présentations sont faites avec le matériau, on va voir justement, on va aborder cette partie sur l'optimisation des qualités physiques. Hein. On a marqué un titre de performance, mais évidemment ce n'est qu'un outil au service de l'entraîneur et du préparateur physique.
Alors aujourd'hui, on sait que les résistances élastiques sont utilisées seules, en combinaison avec des autres résistances, comme la résistance constante, c'est celle qui va être le plus souvent en combinaison, comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici. On peut utiliser les élastiques, puisqu'ils sont indépendants de la gravité, on peut les utiliser en résistance, mais également en assistance. On l'a évoqué, Jean-Benoît Morin l'a évoqué ce matin. Également, on l'utilise pour optimiser les qualités physiques, la force, la vitesse, la puissance, la hauteur de saut et beaucoup d'autres paramètres. On peut aussi travailler la mobilité. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous allez attendre réellement en termes de gains? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la résistance élastique? Si vous l'utilisez une seule fois, c'est-à-dire que voilà, vous avez fait une séance et vous placez vos bandes élastiques sur un banc ou de développé couché ou sur un squat, ou alors vous l'utilisez de manière chronique pendant un macrocycle sur X semaines d'entraînement. Et puis finalement, même si vous avez des gains, est-ce que comparativement à la résistance constante, est-ce que ces gains vont être les mêmes, moins bons, meilleurs? Est-ce que finalement ça sert de s'embêter à faire un montage comme celui-ci par exemple, c'est-à-dire à enrouler les bandes sur une barre? Est-ce que vraiment il y a une utilité? Alors voyons justement, on va essayer de tenter de répondre à ces réponses, donc de manière ponctuelle tout d'abord. Je l'ai évoqué, on parle de force, vitesse, puissance, toutes ces composantes qu'on essayait systématiquement d'améliorer chez le sportif. Voyons voir ce qui se passe lorsque vous placez les bandes une seule fois. Commençons avec la vitesse. Tout d'abord, on observe que dans toute la littérature, en termes de ponctualité, en termes d'une séance, on observe systématiquement un gain de vitesse de montée de barre. On a pris quelques exemples pour illustrer ces propos. Ici, c'est un exemple sur une répétition. On voit le cycle, l'évolution de la vitesse au cours d'une répétition en squat. Donc là, c'est une comparaison 100% squat, 100% résistance constante, 100% résistance élastique. Les charges sont égalisées en fin d'extension, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes se retrouvent debout, donc on a une barre à 100 kg dans les deux cas. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que la vitesse était supérieure à la condition fonte en début de phase excentrique, et également en fin de phase concentrique. Sur une autre étude serbe cette fois-ci, ils ont fait plusieurs charges relatives, et vous voyez les résultats pour chaque charge relative. La barre la plus claire représente la fonte, et la barre la plus foncée représente un développé couché qui a 100% de résistance élastique. Alors quand je dis 100%, c'est évidemment pas tout à fait vrai, puisqu'il y a le poids de la barre, tout simplement, qui, elle, reste en fonte. Mais vous voyez que systématiquement, et là j'ai pas mis la significativité, mais la différence est significative pour tout l'échantillon qui a été testé sur chaque valeur relative. Une autre comparaison, cette fois-ci, c'est celle qu'on va parler d'ailleurs le plus, et vous verrez, c'est celle qui est le plus intéressante. Donc là, c'était une étude espagnole qui a comparé une résistance constante pure et simple à une combinaison de résistance constante et de résistance élastique. Donc ici, un développé couché à 85% avec 20% de résistance élastique. Alors, quand je parle de combinaison, pour qu'on soit bien d'accord, vous choisissez votre pourcentage de ARM à placer sur votre barre. Donc dans une première condition, vous avez 100% de fonte. Dans la deuxième condition, ce qui se passe, c'est que vous retirez 20%, ou le pourcentage en tout cas que vous avez choisi de résistance élastique, et vous le remplacez par une résistance élastique. Si vous vous posez la question de savoir comment on quantifie ces 20% de résistance élastique, étant donné que les kilos ne sont pas marqués sur la bande, et que, comme on l'a dit, la résistance était variable, on pourra vous expliquer ça en dehors. On n'a pas mis d'exemple pratique ici, mais on a préparé un tableur qui est très simple à utiliser et qui vous permet de faire ce genre de configuration. Bon, quoi qu'il en soit, voilà le genre de comparaison auquel on peut rencontrer dans la littérature, et ce qui va être la majeure partie finalement de notre présentation. Donc revenons avec nos deux groupes. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé un groupe qui était totalement novice, un groupe d'étudiants classiques dans les études, à un groupe de rugbymen de haut niveau. Donc le potentiel de force n'est pas le même, on est d'accord. Mais dans les deux cas, finalement, ce qu'ils observent, c'est que dès que vous placez les bandes élastiques, donc vous retirez de la charge, vous placez une résistance élastique, ils observent un gain de vitesse de montée de barre. Néanmoins, 12 études ont obtenu des résultats différents. Lors d'un squat et d'un tirage d'arraché, la part de résistance élastique allait de 10 à 20%. La raison pour laquelle ces études fournissent des résultats différents est que dans les deux cas, les tensions étaient égalisées au début de la phase concentrique et non à la fin.
Cela signifie donc que dans la condition avec élastique, la charge développée durant toute la phase concentrique était progressivement plus lourde que dans la condition fonte uniquement. Alors, juste pour préciser, on ne dit pas que c'est une mauvaise configuration, c'est pas ça la question, c'est que finalement, pour comparer les protocoles entre eux, quand vous regardez dans la littérature scientifique, il n'y a déjà pas beaucoup de recherches par rapport à des thématiques beaucoup plus chaudes dans l'actualité scientifique. Donc ça devient très difficile si, en plus, les protocoles ne sont pas les mêmes. Mais à savoir quelle est la meilleure méthode, ça reste encore une question à se poser. Alors du coup, pourquoi un gain immédiat de vitesse? Vous l'aurez deviné très facilement, c'est simplement parce que, comme on l'a dit, la barre, elle est déchargée de 20% dans le cas de figure des Espagnols, et on l'a remplacée par une résistance variable qui augmente au fur et à mesure de son étirement. Donc évidemment, en début de phase concentrique, vous n'êtes pas à 100% de la résistance voulue. Votre barre, la résistance élastique est quasiment nulle selon les configurations. Donc vous aurez une égalité de charge uniquement en fin d'extension, ce qui laisse tout l'espace nécessaire pour l'athlète d'accélérer sa charge et donc de gagner en vitesse. Et la question qu'on peut se poser ensuite, c'est puisqu'on a déchargé notre barre et qu'on n'a pas la même charge en début de phase concentrique, est-ce que finalement la production de force va être la même, voire est-ce qu'elle ne va pas être plus faible? Eh bien, les comparaisons, encore une fois, sur cette composante de force, vous montrent que finalement la production de force est similaire. On le retrouve ici dans l'étude que je vous présentais juste avant, Serbe, où les protocoles montrent que sur cette charge relative, finalement, la force moyenne produite sur chaque répétition est équivalente. Et sur l'étude du squat, qui était donc à 100 kg, ils s'aperçoivent que, en effet, il y a une différence entre les deux conditions. Encore une fois, on trouve en début de phase excentrique une force supérieure pour la bande élastique, pour la résistance élastique. Et en fin de phase concentrique, une force produite supérieure. Par contre, puisque la barre est déchargée en fin de phase excentrique, début de phase concentrique, vous avez en effet donc ces deux barres finalement représentent ici la supériorité de la résistance constante en production de force. Et pourquoi au final on a une force moyenne qui est similaire? Probablement parce qu'on a une compensation entre toutes ces phases et au final votre athlète va produire une force qui va être similaire tout au long du mouvement. Alors ici on fera appel au concept d'accélération compensatoire. Je sais que l'accélération compensatoire est parfois utilisée d'autres manières, c'est un terme qui a été un peu utilisé pour beaucoup de choses, mais finalement ici, si on y réfléchit, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez moins de charge sur votre barre en début de phase concentrique, vous pouvez accélérer beaucoup plus, donc gagner de la vitesse, avoir une accélération qui est plus forte et plus longue, et au final, même si vous produisez moins de force au début de phase concentrique, vous allez en produire plus, puisque la force, elle produit de la masse par l'accélération. Alors, on parle d'accélération et Jean-Benoît Morin l'évoquait ce matin et c'est un paramètre très important. On sait que lorsque vous voulez travailler sur la puissance, que vous voulez travailler sur la vitesse de l'accélération, enfin des choses avec une intensité élevée, et que vous voulez garder votre barre en main, le problème c'est qu'on a 40% de la phase de décélération, les 40 derniers pourcents sont ralentis. Alors c'est à la fois un mécanisme de protection des articulations, c'est aussi le fait que si vous voulez garder votre barre dans les mains comme au développé couché et que vous ne voulez pas décoller votre haut du corps du banc, puisque vous avez produit une quantité de mouvement, il va falloir la ralentir cette barre. Pour contourner cette limitation, évidemment la première technique c'est de projeter la charge. Donc la projection permet d'avoir une phase d'accélération beaucoup plus longue, donc une puissance produite supérieure. Évidemment, le problème se passe sur le terrain quand on n'a pas les installations nécessaires. Alors, ça peut être très vite, on peut trouver très vite des solutions très simples, mais il y a des machines qui existent aussi et qui correspondent à des budgets très importants, mais bref. Si vous voulez rattraper, si votre athlète doit rattraper la barre, évidemment, c'est un problème. S'il doit sauter avec la barre et la rattraper, ça peut être un problème aussi pour certains athlètes.
Ici, en plaçant ce que l'étude, encore une fois, espagnole, je vais vous parler de celle avec les rugbymen de haut niveau, ce que cette étude a observé, c'était aussi non seulement la vitesse, mais également l'accélération. Et ce qu'on voit avec l'accélération, c'est que lorsque vous placez de manière ponctuelle, tout d'un coup, vous placez vos bandes élastiques sur la barre, vous avez un gain de 10 à 20% d'accélération. Alors pourquoi 10 à 20%? Parce que vous voyez les deux groupes qui ont un niveau de force différent, finalement, au départ, lorsqu'ils sont en résistance constante à 100%, ils ont la même accélération. À 60%, ça bloque ensuite tout le reste, tout ce qui n'apparaît pas jusqu'au 100% de la décélération. Par contre, vous retirez la charge constante, vous rajoutez une résistance élastique, et immédiatement, vous avez un gain significatif d'amplitude d'accélération. Alors, il y a une seule étude qui a fait ce genre de protocole. Ça mériterait justement de continuer à persévérer, parce qu'on peut penser qu'il y a une tendance sur des publics plus forts à justement profiter encore mieux de cet effet, mais encore une fois, avec une seule étude, ça va être difficile à confirmer. Au niveau de la puissance maintenant, eh bien, la puissance c'est très simple, c'est le produit de la force par la vitesse. Donc, puisqu'on a vu, on a une vitesse supérieure et une force similaire, la production de puissance va être supérieure. Et en effet, si on revérifie sur ce protocole qui était une comparaison 100% résistance constante, 100% résistance élastique, vous voyez bien que le profil charge-puissance est toujours parabolique, même s'il s'arrête ici à 60%. Et finalement, on a une accélération. L'accélération fait que, et la vitesse augmentée fait que vous avez une Pmax qui se déplace et qui a une charge relative plus élevée. Une application pratique, puisqu'on pourrait se demander, bon, finalement, c'est bien joli, mais on va avoir la vitesse de la barre qui est supérieure, mais ça va pas donner des gains à nos athlètes. Alors, il y a deux applications pratiques, deux études qui sont intéressées à ça. Vous connaissez peut-être tous la potentiation par post-activation. Et justement, avec les résistances élastiques, ça fonctionne également. La première étude a pris un groupe, leur a fait faire un test classique de 1RM. Ensuite, on leur a demandé de faire des séries de squats à 85% du 1RM, mais cette fois-ci dans deux conditions séparées. Un groupe fonte, donc 85% du 1RM classique, et un groupe fonte plus élastique avec 35% de résistance élastique. Ils se sont reposés 5 minutes et les chercheurs leur ont demandé de retester de nouveau le 1RM. Cette fois-ci, l'objectif était d'ajouter 5% s'ils le pouvaient à leur 1RM, de se reposer, puis de retenter de nouveau d'ajouter. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que le groupe de fonte, après ces 5 minutes de repos, n'a observé aucun changement. Et dans le groupe de combinaison, ils ont observé une amélioration entre 5 et 10% sur 13 à 16 des participants. Dans le deuxième exemple de potentiation par post-activation, cette fois-ci, c'était sur un déplacement très court, donc un petit sprint de 10 mètres. Encore une fois, on leur demande de faire le sprint, puis ils se reposent, puis ils font leur squat en deux groupes séparés. Et immédiatement après ces séries de squats, et chaque minute, pendant 4 minutes, on leur demande à tout l'échantillon de nouveau refaire des accélérations sur 9 mètres. Et comme vous le voyez, le groupe fonte n'observe aucun changement, et le groupe élastique observe une différence significative après les 4 minutes. Alors, quand on regarde finalement dans les données, on s'aperçoit qu'ils ont tendance, la courbe a tendance à déjà se scinder de celle du groupe fonte, mais la significativité n'arrive qu'après 4 minutes. Alors, évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Si vous connaissez déjà la potentialisation par post-activation, on sait que ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est pas parce que le groupe de fonte ici n'a observé aucun changement qu'il n'y a pas de potentialisation par post-activation. On sait au contraire qu'il faut généralement, en fonction de la force de votre groupe d'athlètes, de votre échantillon, il faut attendre entre 8 et 10 minutes pour les groupes les plus faibles. Plus ils sont faibles, plus il va falloir attendre de temps. Et que ça va dépendre également de beaucoup d'autres paramètres, à la fois génétiques et les charges utilisées. Mais le niveau de force et le temps sont parmi les paramètres les plus déterminants. Donc ici, finalement, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'avec la résistance élastique, en tout cas, on arrive très vite à potentier, c'est-à-dire après 5 minutes, ce qui est déjà pas mal, puisque la plupart des études sur la potentialisation voient des effets après 8 à 10 minutes, donc ce qui fait assez long entre les séries. Mais vous pouvez imaginer déjà des utilisations, alors on peut imaginer des utilisations, même si évidemment c'est pas optimum, mais ça laisse déjà un peu, on peut commencer à percevoir quelques aptitudes sur l'utilisation ponctuelle.
Alors, pour résumer cette partie sur l'utilisation ponctuelle de la résistance élastique, on peut s'attendre à une amélioration de la vitesse d'exécution, avec une phase d'accélération plus longue. Un développement de la force similaire, malgré le fait que la résistance opposée soit plus faible sur une grande partie du mouvement, et une amélioration de la production de puissance. Maintenant, si vous utilisez les bandes élastiques régulièrement, quels résultats pouvez-vous attendre? De meilleurs gains, des gains similaires ou moins bons que si vous utilisez uniquement une résistance constante? Alors voilà, donc comme je vous le disais, c'est finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est pas tellement la résistance élastique à 100%, ce qui va intéresser le plus les préparateurs physiques et les entraîneurs, c'est cette combinaison, parce que finalement, on essaye de combiner le meilleur des deux mondes. Et donc, ici, on va vous présenter deux exemples, deux études. Pourquoi seulement deux? Il y en existe d'autres, mais finalement, ce sont celles qui sont les plus représentatives. Alors, on n'a pas caché des choses sous le tapis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'études qui montrent de moins bons gains en combinaison résistance constante élastique. La pire des études montre aucune différence. Et on en reparlera après en conclusion pourquoi justement il peut y avoir peu de différence. Alors, la première étude sur un groupe universitaire américain, donc tous engagés en sport universitaire. On verra après le même genre de groupe, mais par contre à un niveau encore différent. Donc, ils ont testé à la fois du squat, donc le 1RM, à la fois du développé couché, encore une fois le 1RM, et également de la puissance, avec un saut vertical. Donc, vous voyez deux groupes. Encore une fois, un groupe avec une combinaison d'élastique, donc 20% ici. Ils font 3 séances par semaine, donc systématiquement, dans chaque séance, vous avez le squat et le développé couché qui sont travaillés avec élastique, et tous les autres mouvements, tous les autres exercices d'assistance sont travaillés avec de la résistance constante, et les deux groupes partagent exactement le même programme. Et voici leurs résultats. Donc la première colonne, vous voyez, c'est la puissance mesurée calculée pour le contre-mouvement jump. Et puis on voit les résultats ici, les gains sur du 1RM en squat. La deuxième étude est encore plus intéressante dans son protocole. Premièrement parce qu'elle utilise un échantillon d'athlètes de division 1 NCAA, donc un très haut niveau sportif universitaire américain. Et le deuxième point, peut-être même le plus important, c'est que finalement, on l'avait évoqué ce matin, c'est qu'ici, ça ne travaille pas du tout avec des charges, mais les chercheurs ont travaillé avec des vitesses d'exécution, et pas des vitesses d'exécution arbitraires, dans le sens où l'athlète peut choisir d'être plus lent ou plus rapide. Non, les expérimentateurs ajoutaient de la charge ou retiraient de la charge jusqu'à ce que l'athlète soit obligé d'être dans cette plage de vitesse. Donc vous le voyez, deux groupes, un groupe lourd, donc un groupe lent, excusez-moi, donc forcément une charge lourde, un groupe rapide, une charge légère mais que de la résistance constante, et une charge rapide avec élastique, donc la base était 50% de résistance constante, et il rajoutait de la résistance élastique jusqu'à ce que les sportifs soient dans la plage de vitesse. Et voilà les résultats. Alors tout d'abord en RM de squat, ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment le groupe lent, c'est-à-dire la charge lourde, augmente sa force en squat. Mais le plus étonnant, c'est que finalement le groupe rapide, donc avec une charge bien moindre avec résistance élastique, augmente globalement de la même manière leur 1RM en squat. Et puis comme vous le pouvez le voir, ici évidemment le groupe lent est le moins bon en termes de gain de puissance en répétition contre le mouvement jump, alors que les deux groupes en charge légère, en charge rapide donc, et légère, permettent justement d'avoir les meilleurs gains. Alors, pour résumer ça, et pourquoi on n'a présenté que deux études et pourquoi pas d'autres? Parce que tout simplement, les résultats que vous allez avoir dépendent de nombreuses conditions. Alors malheureusement, on commence à avoir seulement une petite vision des conditions de succès de l'utilisation d'une résistance élastique. Mais comme on le disait, il y a très peu d'études, donc c'est encore difficile. Et quand je dis très peu d'études, il y en a environ 100 quand on compte un peu tout ce qui se passe. Et puis quand on commence à faire le tri, ça devient plus restreint. Mais ce qu'on peut voir finalement, c'est qu'au niveau de la charge de travail, il existe un minimum. Vous ne pouvez pas, malgré l'exemple que je vous donnais juste précédemment avec le 50% du 1RM, mais là, l'intensité était clairement définie. Mais si vous travaillez de manière classique, alors vous devez travailler avec des charges qui sont relativement lourdes.
Pour l'intervalle d'élastique, pourquoi 15 à 35%? Pourquoi aussi large? Tout simplement parce que ça part du minimum qui a fonctionné dans la littérature jusqu'au maximum. Personne n'a testé pour l'instant au-dessus de 35%. Et pourquoi pas, hein, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un seuil optimal à déterminer. Généralement, nous, pour l'instant, on conseille de couper la poire en deux, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, si vous cherchez à utiliser une combinaison, vous prenez 25% de résistance élastique sur votre barre. Et enfin, pourquoi seulement ces 2 études? Parce que le niveau de votre public est très important. Ce qui se passe, c'est que les études qui ne montrent pas de différence, qui montrent un gain, mais finalement le même gain, un gain similaire à la résistance constante, c'est justement le niveau du pratiquant. Chez les pratiquants débutants, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce qu'il faut assimiler la technique avec résistance élastique comme une technique avancée. Il faut un certain niveau de force, une certaine maîtrise finalement technique, d'efficience du mouvement pour pouvoir justement profiter au maximum des possibilités apportées. Donc il vous faut un niveau de pratiquant qui est un niveau de force nécessaire, minimum, et donc on va le réserver à un public intermédiaire, voire avancé sur ces mouvements. Alors, bien évidemment, les bandes élastiques ne servent pas uniquement à des mouvements de musculation. Elles peuvent apporter de nouvelles possibilités en préparation physique dans les sauts verticaux, par exemple. La performance en saut vertical fait partie des tests les plus courants, car elle est le reflet de l'efficience du cycle étirement-détente, de la puissance des membres inférieurs et de la coordination du haut et du bas du corps. En volleyball, par exemple, la hauteur de saut vertical est un facteur déterminant de la performance. De plus, le volume de saut chez les volleyeurs est très important, en quoi la résistance élastique pourra être utile. Alors, ici, la résistance élastique, elle va être vue encore une fois, comme un outil, comme une alternative supplémentaire. Encore une fois, la présentation n'est pas pour... on ne présente pas les bandes élastiques comme l'outil idéal qui a réponse à tout, simplement que ça fait partie des outils et l'idéal, c'est de savoir bien s'en servir. Comme je disais, l'élastique n'est pas dépendant de la gravité. Donc, vous pouvez avoir une résistance dans tous les axes. Il peut servir à l'assistance. On le voyait ce matin avec l'illustration, alors là ça peut être à la verticale, mais ça peut être du coup à l'horizontale sur un chariot. On voit que les études qui ont fait ce genre de protocole ont bien remarqué que plus vous allégiez la masse corporelle de vos athlètes, et plus ils sautaient vite, plus ils sautaient haut, hein, puisqu'ils sont aidés, ils sont tractés par la bande élastique, ils sont allégés d'une certaine partie de leur masse corporelle, donc on a une vitesse au décollage qui est bien supérieure. Ça peut aider justement pour les profils qui auraient besoin de travailler sur la vitesse, à avoir justement un travail de vitesse, de survitesse, puisque vous délestez d'une partie de votre masse corporelle, et à travailler aussi sur l'efficience du cycle étirement-détente. Et dernier point intéressant, c'est la diminution des forces à l'impact. Alors ça peut être intéressant chez des sportifs qui sont des gros gabarits, ça peut être intéressant chez des sportifs qui reviennent de blessures ou que tout simplement vous souhaitez gérer plutôt la charge. Hein, quand on sait, aujourd'hui on parle beaucoup de volleyball, quand on sait que les volleyeurs sautent énormément, on peut commencer à se poser la question justement, est-ce qu'à un moment donné il faut gérer cette charge de saut? Mais on peut les placer également en résistance. Alors la résistance va évidemment accentuer le travail excentrique puisque le sportif va être tracté vers le sol. Et lorsqu'il va faire sa phase concentrique, ça va être bien plus dur. Et encore une fois, il va devoir travailler sur le cycle étirement-détente. Ça va améliorer son efficience puisqu'il est obligé, il a une surcharge d'énergie à gérer. Et on va sur des composantes, cette fois-ci, de force, puisqu'il va falloir lutter contre l'élastique qui, lui, en plus de la gravité, vous ramène au sol. Et pour comparer ces différents protocoles, justement, il y avait une étude qui était parue en 2011, une étude néo-zélandaise qui s'était faite chez les rugbymen de haut niveau néo-zélandais. Donc, en pleine saison compétitive, ils ont placé un protocole de recherche où ils ont testé 3 conditions: le saut libre, le saut avec assistance
ce genre de protocole, et nous on serait très intéressés par faire des tests là-dessus, puisqu'on ne sait pas finalement si comparé à une méthode classique, comparé à une méthode avec assistance ou résistance, quels sont les gains qu'on pourrait obtenir, est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre? En conclusion à cette partie sur la performance, ce que vous pouvez retenir de l'utilisation de la résistance élastique seule ou en combinaison avec une résistance constante, c'est qu'elle augmente la phase d'accélération, elle augmente la vitesse, la force maximale, la production de puissance, la hauteur de saut, et elle permet d'être utilisée pour créer une potentiation par post-activation. Bien entendu, tout dépendra de la façon dont vous l'utiliserez, de la part de résistance élastique sur votre barre et du niveau de vos athlètes. Passons maintenant à la partie sur la prévention. Évidemment, la prévention des blessures dépend de nombreux paramètres. Et un de ces paramètres est le renforcement musculaire ciblé. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vous présenter une solution ultime, mais quelques éléments qui peuvent aider. Dans le cadre de la prévention, la résistance élastique est intéressante par rapport à la résistance constante. Elle permet une résistance douce et croissante, car la bande ne fournit pas une tension maximale dès le début d'un mouvement. En effet, c'est là que le muscle est le plus étiré et donc moins fort. À mesure que le muscle se contracte et développe plus de force, la tension de l'élastique augmente. Elle est indépendante de la gravité et donc facilement utilisable sur le terrain. Il suffit d'une barre horizontale ou verticale pour fixer un élastique et se servir de sa tension dans tous les plans de l'espace en fonction de mouvements réalisés. Et le dernier point, très important par rapport à la fonte, les bandes élastiques permettent une activation neuromusculaire similaire, voire supérieure. C'est grâce à une tension continue et variable que le système nerveux est constamment obligé de s'adapter à la résistance changeante. Cela implique un recrutement des unités motrices les plus rapides. Mais cela peut également engendrer une fatigue nerveuse plus importante. En volleyball, le taux de blessure moyen est de 4 blessures pour 1000 heures de pratique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ces blessures touchent la cheville, le genou, la colonne vertébrale, l'épaule et la main. Les chevilles sont principalement touchées par des entorses subies lors des atterrissages, parfois sur le pied d'un coéquipier ou d'un adversaire. Pour les genoux, ce peut être une tendinite ou une atteinte de ligaments croisés à cause d'un mauvais placement du genou. Le bas du dos est touché par les exigences des services et des attaques. Enfin, les bras levés de manière répétitive et les mouvements de bras violents peuvent entraîner des conflits acromioclaviculaires et un déséquilibre au niveau de la coiffe des rotateurs. De plus, les blessures sont plus courantes à l'entraînement qu'en match. Évidemment. Alors, on a repris sur ces blessures qui étaient évoquées d'ailleurs bien avant nous et qui sont toutes celles répertoriées dans la littérature scientifique sur le volley. On a pris 2 exemples, le genou et l'épaule, donc on va parler de ça. Alors, encore une fois, il n'y a pas que ces solutions-là, et les préventions des blessures, c'est quelque chose c'est un grand mot déjà, et ça nécessite beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc ici, ça n'en est qu'une toute petite partie. Mais on sait que la plupart du temps, les blessures au niveau du genou sont dues à des mauvais placements de genoux. Donc ça, c'est pour toutes les blessures qui sont sans contact. Alors ça peut être soit sur des mauvaises réceptions, hein, on l'a bien vu clairement sur certaines vidéos, ou tout simplement sur des prises d'appui, des changements brutaux de direction qui vont entraîner un valgus chez l'athlète. Depuis pas mal de temps, les chercheurs sont intéressés justement à la région des hanches, en faisant le lien justement entre certaines pathologies du genou et un déficit de force au niveau des hanches. Et un déficit de force notamment dans les rotateurs externes et dans les abducteurs de la cuisse.
Une étude qui est parue cette année, tout dernièrement, on en a discuté, montre que justement la force isométrique de vos rotateurs externes et de vos abducteurs de hanche, ils ont essayé de quantifier pour voir justement quel était le niveau limite auquel vos athlètes pouvaient subir un risque de blessure au niveau des ligaments croisés. Et comme vous le voyez ici, que ce soit rotateur externe, donc si c'est inférieur à 20% de la masse corporelle ou 35% de la masse corporelle pour les abducteurs de hanche, il y a un risque qui augmente pour la blessure au niveau des ligaments croisés. Alors bien sûr, ils l'expliquent très bien dans leur étude, cela explique simplement 10% des blessures. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une petite partie du puzzle, et cette étude ne démontre pas que le renforcement des rotateurs externes et des abducteurs va impacter, à quel point il impacte sur les blessures du ligament croisé antérieur. Néanmoins, ça reste quand même... Paul Abadie l'avait bien mieux expliqué, avait fait le point un peu plus en détail que nous, ça reste quand même une région à travailler. Et justement, le travail spécifique des rotateurs et des abducteurs de hanche, il peut se faire avec des résistances élastiques. Pourquoi des résistances élastiques? Parce que ça va être très simple de cibler exactement les muscles que vous cherchez à travailler. Et surtout, ça va être très facile de travailler directement sur le terrain avec des groupes plus ou moins importants, plutôt que d'attendre sur des machines spécifiques. Et ici, vous allez pouvoir directement localiser le travail sur les pelvitrocantériens et le grand fessier. On passe à l'épaule maintenant. Alors donc, l'épaule, on l'a vu, il y a beaucoup de problèmes. Pas uniquement le conflit acromioclaviculaire, mais ici, c'est de ça qu'on va parler, et du déficit également de force entre les rotateurs externes et rotateurs internes. Donc, comme vous pouvez le voir, la liste est longue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer sur le conflit acromioclaviculaire. C'est pas uniquement la pratique sportive, ça peut être tout simplement anatomique, donc génétique, finalement, ou alors tout simplement, ça peut être des problèmes de mauvaise posture qui vont s'aggraver avec une pratique plus ou moins intense. Évidemment, ce qui nous concerne ici pour les sportifs, c'est le chargement excentrique excessif et répété. C'est l'abduction aussi du bras, d'avoir toujours les bras en l'air va causer justement des problèmes à force de répéter ces actions, puisqu'en plus ça va être des blocs ou des attaques, pour prendre l'exemple du volleyball. Ou simplement, ça va être une mauvaise cinématique, on peut le voir chez des jeunes athlètes notamment, mais pas que, et un mauvais fonctionnement qui est dû à la coiffe des rotateurs. Alors, pas seulement la coiffe des rotateurs, toute la ceinture scapulaire finalement, puisque l'épaule n'est pas que l'articulation acromio-humérale, scapulo-humérale. Vous avez ici la représentation de la coiffe des rotateurs. Alors pourquoi ils sont importants? Pour faire juste le point rapide là-dessus. Ils sont importants parce que ce sont des rotateurs externes, principalement, à part le sous-scapulaire qui est rotateur interne. Et finalement, dans un déficit, dans un ratio de force rotation interne de l'épaule, rotation externe, vous avez bien plus de gros muscles qui font la rotation interne, vous avez bien plus de mouvements dans le sport qui font la rotation interne que la rotation externe. Donc c'est-à-dire que ces muscles-là, malgré un développement des deltoïdes, donc des muscles superficiels qui peut être très bien fait en musculation, ces muscles-là ne vont peut-être être jamais ou mal travaillés. On aura une grande force de l'épaule, une grande force en rotation interne, mais finalement peu de stabilité dans l'épaule, puisque ces muscles-là assurent la stabilité de votre épaule, assurent la stabilité de l'humérus dans la scapula, avec des forces de compression plus fortes pour justement éviter tous les mouvements parasites de l'humérus lorsque vous allez faire des mouvements d'arraché, lorsque vos sportifs vont nager, frapper dans une balle au-dessus de la tête, etc. Alors évidemment, ça nécessite un renforcement spécifique puisque vous aurez beau faire du travail musculaire sur vos deltoïdes, si vous ne travaillez pas spécifiquement cette rotation externe, ça ne changera rien au problème. Comme je le disais, il n'y a pas que la coiffe des rotateurs. Évidemment, les muscles qui sont stabilisateurs de la scapula vont jouer un très grand rôle dans tous ces mouvements et finalement, ils vont de pair. C'est pour ça que ces exemples d'exercices que je vous mets ici, c'est vraiment, vous voyez, il y a beaucoup d'exercices qui ne sont pas que sur la coiffe des rotateurs, pas du tout. Au contraire, on va cibler le trapèze moyen, les rhomboïdes, le grand dentelé. Donc on va essayer de travailler la ceinture scapulaire avec tout ce qui mobilise la scapula et ce qui la stabilise, et essayer de travailler spécifiquement sur la rotation externe. Et alors ici c'est une abduction scapulaire, c'est pour travailler le supraépineux. Donc ça c'est encore un point particulier sur lequel on pourra revenir en dehors de la présentation.
Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que la résistance élastique permet une activation similaire, voire supérieure à celle obtenue avec de la fonte uniquement. Elle permet un travail ciblé, facilité par l'indépendance à la gravité. Il est possible de renforcer des groupes musculaires qu'il serait difficile à travailler sur des machines ou avec des barres et haltères. Mais surtout, elle fournit une alternative pour l'entraîneur et le préparateur physique pour travailler directement sur le terrain. Et pour des grands groupes de sportifs, il est très facile de faire travailler tout le monde en même temps. Le travail de renforcement musculaire ciblé peut donc être placé en échauffement, en séance de musculation ou lors d'un travail spécifique. Voilà. Merci à tous.